Cette semaine au balado, l'édito de Jérôme Blanchet-Gravel, le sommet des BRICS à Kazan, le clientélisme électoral au Canada, sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont comme d'habitude traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Le premier article dont on va discuter aujourd'hui, ton article, Jérôme, intitulé « Médias et plateformes, comment ils modèlent notre vision du monde ». Alors, toi, tu te poses la question là, dans cet article, à savoir si le récit était devenu une arme puissante. Oui, c'est ça, c'est une recension d'un livre sur lequel je suis tombé lors de mon dernier séjour à Madrid. Les séjours à l'étranger servent à ce genre de choses. Donc, j'aime beaucoup bouquiner, etc. On voit que c'est pas perdu. La forza del relato, donc la force du récit, comment se construit le discours idéologique dans la bataille culturelle, la battaglia culturale, dont parle également notre ami Agostine Larrey, la bataille culturelle. En anglais, Francis, c'est cultural war, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On utilise moins le concept en français, mais on l'utilise. Peut-être parce qu'il y a une hégémonie d'un camp et donc il n'y a pas encore de bataille de notre côté. Oui, c'est ça. C'est peut-être effectivement une explication. On bataille moins, c'est moins polarisé peut-être. En France, un petit peu plus, mais pas autant que dans le monde hispanophone, dans les mondes hispanophones et anglophones. Donc, je suis tombé sur ce livre-là. Je le lis. Je lis la quatrième de couverture, je l'achète. Je le ramène au Québec. Je lis ça et je tombe sur un ouvrage étonnant, tellement étonnant que je me dis, il faut que je le recense, même s'il est en espagnol. Je ne pense pas, malheureusement, qu'il va y avoir de traduction française. C'est pas quelqu'un d'extrêmement connu. Luis Maria, c'est un spécialiste du cinéma. Il nous explique effectivement, il fait plus que nous expliquer, il est convaincu, en fait, lui, que la fiction gouverne nos vies. Il parle carrément vraiment d'une mise en scène en permanence de l'actualité par les grands médias, mais également par les plateformes hégémoniques comme Netflix, Nickelodeon et Disney. Donc, comment, finalement, les médias et les grandes plateformes, oui, façonnent notre vision du monde. Comment? En racontant des histoires. Ça paraît assez simple, mais finalement, le procédé est extrêmement efficace, du moins selon lui. Et il est préoccupé, Luis Maria, par cette espèce d'emprise de cette machine techno divertissante. Là. En fait, c'est l'industrie du divertissement, l'industrie médiatique qui, ensemble, nous conditionne, nous prédispose finalement à adhérer à des idéologies comme le wokisme. Donc, chez Walt Disney, on l'avait déjà noté, on avait déjà travaillé là-dessus au Libre Média. Donc, comment Walt Disney est devenu effectivement une usine, en fait, à produire des histoires à tendance woke. On savait ça de Netflix. Netflix, il y a plus de nuances, par contre. Il y a des séries qui ne sont pas du tout woke. Nickelodeon, chez les enfants aussi, c'est très fort. Donc, finalement, c'est une espèce de propagande très, très sournoise à travers l'art, à travers le divertissement, etc., qui, c'est ça, je le répète, nous prédispose à adhérer, à embrasser, par exemple, le wokisme. Donc, le wokisme, finalement, il le décrit comme un monstre narratif. C'est une espèce de créature monstrueuse qui avale tout, finalement, qui engloutit et qui fonctionne beaucoup aussi sur le pattern victime versus oppresseur. Donc, oppresseur-opprimé, bon, évidemment, une dualité qu'on connaît bien. Donc, les ennemis sont bien identifiés, le capitalisme, le patriarcat, l'homme blanc. Donc, tous les vestiges, finalement, de l'ancien monde à abattre. Donc, on reconnaît bien, évidemment, la signature du wokisme. Et c'est un ouvrage, qui est assez... c'est un ouvrage un peu complexe, par contre, dans le sens où, j'imagine, tous nos lecteurs ne pourront pas le lire en raison de la barrière linguistique, mais on est devant une sociologie là, très, très fine, avec quelqu'un qui emploie des termes assez techniques et qui, on le sent, on le voit, c'est vraiment, quand je vous dis c'est un spécialiste du cinéma, c'est vrai, là, c'est quelqu'un qui enseigne le cinéma.
bon, peut-être qu'on pourrait dire qu'il fait un peu dans la déformation professionnelle. Peut-être que ça serait la critique que j'aurais pu lui adresser dans ma recension, dans la mesure où, bon, il voit du récit partout, mais il travaille dans le récit. Donc, c'est un metteur en scène, c'est un peu un spécialiste du cinéma. Donc, bon, peut-être que ça a un petit peu déformé sa propre vision de la chose, mais c'est vraiment l'intuition est très forte. Il décrit, par exemple, aussi, bon, toute ce qu'on appelle le sécuritarisme, ce que moi j'appelle le sécuritarisme, ce qu'on a appelé aussi le sanitarisme à Libromédia. Donc, tu sais, cette société où finalement, euh, où au nom de votre protection, on met des barrières partout, toujours au nom de la sécurité hein, versus le danger. Donc, le danger, c'est la droite, c'est le libéralisme. Le libéralisme serait devenu une sorte de régime risqué, hein, c'est-à-dire parce que bon, la société libérale, les capitalistes, bon, est risquée pour l'environnement, est risquée pour votre santé, elle est risquée pour votre santé mentale aussi, parce que bon, la société capitaliste permet de mettre des gens en concurrence, donc c'est pas très bon pour votre santé mentale. Bruno Marchand a dit, le maire de Québec, Francis, hier, enfin, cette semaine, que bon, les maires vieillissaient beaucoup plus vite que les autres. Donc, on a envie de demander au maire Marchand, ah oui, donc est-ce qu'il faudrait que les médias et les citoyens ménagent les maires en fonction? Est-ce que il faut suspendre la démocratie pour la santé mentale de nos élus? Bon, évidemment, je me fais un peu l'avocat du diable. On est un peu dans cette logique-là. Donc, toujours de nous mettre à l'abri d'un danger potentiel. Donc, un peu ce que le prof Caron aussi décrit comme la normalisation de l'état d'urgence. Donc, au nom d'une urgence à venir, qu'elle soit écologique ou sanitaire, on va vous retirer quelques droits par-ci, par-là, jusqu'à temps qu'il ne vous en reste plus beaucoup. Donc, non, j'ai trouvé ça fascinant. En fait, la fuerza del relato, la force du récit. Et en fait, Francis, de plus en plus, je lis des essais en espagnol et de plus en plus, je m'aperçois que c'est vraiment le monde intellectuel hispanophone est vraiment très, très dynamique. Et je tombe régulièrement sur de véritables des perles, en fait, vraiment des livres qui mériteraient absolument d'être traduits. Bon, évidemment, il y en a beaucoup en français déjà qui sont très bons. Mais on voit que les Hispanos sont éveillés par les temps qui courent. Là. Hmm. C'est intéressant cette question de l'histoire, là, c'est-à-dire lire sa propre expérience à travers un récit, c'est-à-dire une mise en scène, disons, intellectuelle, là, où est-ce que l'événement devant lequel nous sommes peut faire sens. Et ça rejoint certaines intuitions, notamment là, du côté anglophone là, de Jordan Peterson, qui lui-même fait toujours dans ses podcasts, mais par exemple, même cette semaine, il était dans un podcast avec filmé là, avec Richard Dawkins, le célèbre scientifique anglais qui est la figure, éminente figure de ce qu'on appelle le nouvel athéisme. Mhm. Et donc, les deux s'interrogeaient, étaient en débat sur est-ce qu'on peut donner une certaine véracité au récit bon, de la Bible et tout ça et tout ça. Et justement, ce qu'il montrait, c'est que dans le débat, Jordan Peterson, son point, entre autres, c'est de montrer à quel point les histoires qu'on retrouve dans la Bible, puisqu'elles ont eu un impact puisqu'elles ont forgé la Ouais, ouais. civilisation occidentale, de cela, entre autres, il retire une certaine pertinence pour notre vie d'aujourd'hui. Mais il y a aussi un aspect biologique au sens où c'est pas nous, on n'a pas décidé un jour de se raconter des histoires. Ça émane de notre cerveau d'une certaine façon, de lire notre expérience à partir dans le schéma d'une histoire. Donc, en ce sens-là, il y a peut-être quelque chose de plus fondamental, de sous-jacent que, comme tu le dis, comme l'auteur le mentionne, le wokisme utilise ces procédés biologiques, pourrait-on dire, pour se déployer aujourd'hui. Puis là, on pourrait remonter loin, là, c'est-à-dire que est-ce que le wokisme n'est pas qu'une nouvelle forme de la dialectique de l'esclave et du maître de Hegel? Ça pourrait être une autre question. Donc, il y a comme un cheminement de l'apparition de cette trame historique. Mais comment tu vois ça, justement? Est-ce qu'on doit, pour en bien entrer dans cette bataille culturelle contre disons, le wokisme dans ce cas-ci, est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, présenter une nouvelle forme ou faire sens des événements dans une autre histoire, dans une Mhm. autre façon de comprendre les événements, dans le but de
bien pouvoir combattre sur la même longueur d'onde, là. C'est-à-dire, l'onde aujourd'hui, c'est le récit historique. Comment les opposants de la gauche, disons ça comme ça, ou du néo-progressisme, peuvent-ils proposer un nouveau récit qui fait sens et qui permet d'inclure le plus de monde et qui permet aux individus de lire leur propre expérience à cette lumière-là, Oui, selon oui, toi? oui. Ben d'abord, On en a déjà parlé, hein, la semaine, je pense, il y a 2 semaines de ça, là. Y a-t-il un récit, autre que le progressisme dans lequel on peut lire notre histoire, là? Puis on ouais, ouais, parlait ouais. d'Elon Musk qui propose à aller sur Mars, puis la technologie et tout ça, mais Ouais, ben, tout c'est quoi ton d'abord, point de vue là-dessus? je mentionnerais que, il s'agit pas de dire que, le conte, l'histoire, le récit, c'est mauvais. C'est pas du tout, le propos de l'auteur. C'est pas ça que tu dis non plus, mais je le précise là parce que bon, je m'aperçois que j'ai dit beaucoup de choses, rapidement comme d'habitude là. Heu, donc l'histoires sont bonnes, elles sont forcément bonnes et heureusement que effectivement l'humain, est un peu conditionné, culturellement à se raconter des histoires là, au dans le bon sens du terme, c'est un bon. C'est que c'est naturel, c'est que c'est impossible pour lui de Oui, faire oui, autrement. le récit fait Comme on peut pas partie de. penser sans une langue, on pense dans une langue, précise. De la même manière, on peut pas Oui, oui, oui. se considérer soi-même sans une trame historique, là. Non, le récit fait partie de l'humanité. C'est important, puis effectivement, la Bible est un réservoir d'histoire, très important qui a produit des espèces de schèmes, narratifs qu'on peut, aussi aujourd'hui encore apercevoir au cinéma, américain. J'avais travaillé à l'époque, bon, vous allez trouver ça drôle là, mais à l'époque où je faisais une maîtrise, bon, j'avais été invité par un professeur de littérature à Nancy, en France, dans un colloque sur, l'imaginaire où, ma présentation consistait à montrer comment, il y avait un des films de voyons, de les singes, là, comment on les appelle? La planète des singes. Comment un des, c'est une trilogie, puis un des courts des longs métrages est exactement une réplique de l'histoire de Moïse, mais où on avait remplacé Moïse par le singe. C'est pas des farces, là. C'est exactement l'histoire de Moïse et à la fin, le singe, traversait le Golden Gate de San Francisco, exactement là, comme la mer Rouge. C'est exactement la même histoire. Et ça m'a emmené même jusqu'en France pour aller raconter ça, imaginez-vous, dans un colloque. Donc, c'est exactement le même schéma narratif, mais les personnes s'en étaient aperçues, évidemment. Ouais, donc, ça, c'est très fréquent, en fait, dans le cinéma. Donc, il faudrait que je vous retrouve exactement lequel des trois là, ou des quatre planètes des singes fait ça. Mais je vous le dis, c'était systématique. Donc, la révolte, C'était bon, presque littéral. pardon? Mmh. C'était presque Ah littéral, oui, oui, ah oui, oui. Même comme que c'était copie trop de beau pour être vrai, dans le sens où j'avais bon, des gens, des collègues universitaires dans l'assistance qui disaient c'était comme trop gros, là. Dans le fond, j'avais découvert quelque chose, puis bon, je pense qu'ils se sentaient ils croyaient pas qu'un jeune avait pu de voir ça. Genre, en tout cas, je pense que j'avais suscité quelques réactions. Bref. Euh, Bref, donc l'histoire, oui, fait partie de nous, c'est très bien. Donc ça, c'est donc le problème, c'est plus quand il y a un monopole, en fait, narratif et que au lieu d'avoir effectivement une certaine diversité d'histoires et même dans la Bible, bon, évidemment, il y a toujours des jeux de correspondance, là, puis évidemment, le Nouveau Testament répond à l'Ancien, tout ça, mais il y a quand même place à une certaine innovation, sinon, d'ailleurs, il n'y aurait jamais eu de Nouveau Testament, là. Le problème, c'est que là, le wokisme, c'est accaparé vraiment un espace qui est un peu qui est trop grand finalement. Donc, est-ce qu'il faut regarder, il faut que l'autre camp, entre guillemets, ait encore un espace pour pouvoir s'exprimer. Donc, ça C'est va être. qu'il manque de sophistication aussi, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de vérité dans le wokisme. Bon, prenons par exemple les disparités sociales, Oui, oui. sa capacité le néo-marxisme là, finalement, là, sa capacité d'analyse. Le problème souvent, qu'on a souvent remarqué par rapport au marxisme, c'est qu'il a quand même une bonne capacité d'analyse jusqu'à un certain point, mais c'est dans les solutions qu'il là, il erre complètement, là, du verbe errer. Là. Il est dans le champ, comme on dit, parce que dès qu'il parle de solutions, mais il y a une certaine véracité Ben dans oui, dans ces processus-là de pouvoir et tout ça. Le problème, c'est quand on réduit l'ensemble du réel à ces processus-là. Ce processus de réduction est une simplification ouais, c'est et ça. donc c'est un manque de sophistication. Donc, comment garder peut-être que ça serait ça, ça pourrait être une partie de la solution de ce nouveau récit, c'est d'essayer de combattre les sursimplifications d'un certain progressisme qui finalement devient idiot de par son aveuglement. Mhm. Oui, c'est vrai. Puis on accorde plein de choses au wokisme, là. Ben, le constat des inégalités ou du traumatisme, par exemple, là, des Autochtones des Amériques. Moi, j'ai toujours reconnu ça. Je pense que c'est un drame humain, mais en même temps, bon, l'histoire est
a été faite comme ça. Puis bon, on pense aussi l'histoire a beaucoup d'anachronismes, donc on ne pourra pas non plus retourner en Europe, là, nous, descendants des Européens, pour évidemment décoloniser les Amériques. Là. Il y a beaucoup de mythes là-dedans. Donc, on admet plein de choses avec nos amis woke, mais effectivement, la simplification, puis l'aspect manichéen, là, c'est trop manichéen, c'est-à-dire à force de réduire effectivement le réel à des oppositions aussi enfantines, en fait, là, bien et mal, bien et mal, bien et mal. Mais là, c'est parce que là, ça se pourrait qu'un blanc ait été opprimé aussi dans sa vie d'une certaine façon. Il y a des hommes qui ont été opprimés dans l'histoire, des femmes, bien sûr, mais beaucoup d'hommes aussi. Là, normalement, à la guerre, quand même, c'était souvent des hommes qui allaient. Là, au débarquement de Normandie, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été opprimées directement sur la côte. Là. Bon, après, les gens vont dire, ah, ben, il y a peut-être eu des femmes qui ont été agressées. Bon, forcément, on le reconnaît. Là, puis, bon, il y a encore des histoires qui sortent aujourd'hui. En tout cas, bref. Mais la question est bonne, Francis, c'est-à-dire quelle histoire peut compter la droite, en gros? Puis, je dis la droite, puis je le répète là, toujours des guillemets partout où je mets droite et gauche parce que les clivages se brouillent de plus en plus. Mais est-ce que effectivement, la droite raconte une bonne histoire pour que les gens adhèrent, se retournent vers elle? Et quelle est cette histoire? Est-ce que c'est l'histoire, en fait, des élites? Bon, évidemment, on a vu ça, les élites contre le peuple. Enfin, ça, c'est plutôt une vieille histoire de gauche. En fait, est-ce que cette histoire-là est passée à droite? C'est pas impossible avec la pandémie. Puis on dit histoire, vous comprenez, hein? C'est pas que c'est On faux. parle de modèles, là, des patterns, C'est comme on ça, dit en c'est bon ça. Donc, français. Là. C'est comme des sous-histoires, c'est des histoires sous-jacentes à chacune des différentes histoires plus explicites, là, comme l'histoire sous-jacente à, bon, on peut parler des contes, là, à Alice au Pays des Merveilles ou derrière Le Seigneur des Anneaux, il y a des histoires. Comment se fait-il que nous pouvons nous sentir concernés en regardant Le Seigneur des Anneaux? C'est parce qu'il y a des histoires le pattern qui est derrière l'histoire racontée avec la magie et tout ça, il y a quelque chose qui nous rejoint parce qu'il y a quelque chose de plus profond que l'histoire qu'on voit devant nos yeux. Donc, d'une certaine façon, le récit historique bon, du wokisme ou peu importe. Là, aujourd'hui, c'est l'apocalyptisme, la collapsologie, là, la nouvelle science. Là. C'est avec les changements climatiques, le fait de considérer les changements climatiques comme une apocalypse qui peut, et cette lecture-là, nous mène au désespoir, nous mène à la volonté de décroissance, nous mène à tout ça. Donc, comment devant ce découragement historique, ou cette lecture décourageante de l'histoire, pouvons-nous proposer quelque chose de mieux qui aille vers le bien et qui mette de l'avant, disons, un futur plus joyeux que cet apocalypse-là. Mhm. Et là, je ferai référence pour proposer quelque chose, c'est que par exemple, Jordan Peterson, ça fait partie des choses sur lesquelles il concentre son attention et c'est pour ça qu'il a fondé une conférence qui s'appelle ARC, donc ARC Conference, Mhm. ARC, pour faire en référence peut-être à l'Arche de Noé, là, parce que il y a toujours du symbolisme dans ces initiatives et ils font des conférences à chaque année rassemblant des leaders du monde entier qui, justement, veulent proposer un avenir plus joyeux que celui et un narratif ou un récit plus joyeux et plus, disons, respectueux disons, des sociétés et de la dignité humaine que ne le sont ces promoteurs de la pauvreté et ces promoteurs de la décadence que sont devenus, d'une certaine façon, le néo-progressisme. Là. Donc, je ne sais pas si tu connais ça, là, ce serait le fun peut-être de, de couvrir un événement comme Mhm. celui-là. Je pense que la prochaine conférence va être au mois de février à Londres. Là. On est déjà en contact, je l'affirme, avec certains organisateurs de la conférence ARC. Là. Donc, éventuellement, si le temps et les finances nous le permettent, on va pouvoir aller couvrir cette conférence et inscrire justement et couvrir cette nouvelle vision pour le Québec aussi, parce que le Québec doit s'inscrire aussi dans ce mouvement. Il n'y a pas vraiment de guerre culturelle à ce niveau profond-là. Là. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu vois cette guerre culturelle Au et Québec? oui, au Québec, ouais. Est-ce que tu vois Non, au ça Québec, il n'y a apparaître pas quelque assez part? de. Parce que, bon, on dit souvent que la polarisation, c'est mauvais. C'est vrai qu'à un point extrême, c'est une logique de guerre civile, mais sans débat, c'est-à-dire sans conflictualité, en fait, on est devant une société complètement aseptisée et la démocratie, quand même, est basée sur la dissension, là, quand même.
s'il y a un consensus, s'il y a un parti unique, il n'y a plus de démocratie. Au Québec, on n'a pas beaucoup de batailles, en fait, parce que la société est un peu pacifiée à l'extrême d'une certaine façon. Donc, c'est pas une Pax Romana, là, c'est peut-être une Pax Non, c'est pas une québécoise. paix par les armes, là, c'est sûr, c'est peut-être une paix par la soumission extrême aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais, on parle souvent de la baisse de la qualité, par exemple, de certains des politiciens. Tu sais, on fait la référence, mettons, à des Lucien Bouchard et tout ça, et là, on regarde François Legault. On voit que c'est une version, Ben, il y a disons, une bonne, une différente version. Est-ce que selon toi, ça, c'est dû à justement ce manque de débat, là, la baisse de qualité à tous les niveaux? ben, oui, c'est sûr que c'est médiocre. Puis, bon, le niveau dans les médias au Québec, c'est désolant. Donc, c'est sûr que ça prend un certain niveau pour pouvoir euh, créer c'est ça, des différents, mais des différents qui sont quand même sains. Mais un des jeunes nationalistes comme celui qu'on a eu en entrevue, Pierre-Alexandre Beauregard, euh, nous dirait que la bataille culturelle se situe au niveau, bon, vraiment, du nationalisme, c'est-à-dire le Québec contre le Canada. Et je pense que dans son premier ouvrage, il se base sur Gramsci pour justement montrer qu'il y a des forces contradictoires et que finalement, je pense qu'il est un petit peu dans ce registre-là de la bataille culturelle. Donc, guerre culturelle, Il ne il le y a, sait mais pas. c'est vraiment la question nationale qui est au centre de ce débat-là, là. Exactement. Je pense que eux, ben, c'est peut-être vrai aussi, mais en même temps, je trouve qu'actuellement, la question, elle est mise à l'agenda de manière superficielle. Au Québec, de manière médiatique, là, c'est fabriqué médiatiquement. Donc, on nous fait croire que bon, l'intérêt aurait pour la souveraineté a réémergé de manière. On ne sait pas trop comment, en fait. Là, quand Bock-Côté nous raconte ça, je me dis, mon Dieu, sociologiquement, je ne sais pas sur quoi il se base. Là. C'est des commentaires qui sont très, très partisans. Ça ne veut pas dire que je suis défavorable à l'indépendance, mais il va falloir que ça vienne un peu organiquement quand même. Il va falloir que l'intérêt surgisse quand même des citoyens un peu plus que ça, voire beaucoup plus. Mais enfin, on comprend que c'est une joute médiatique. Mais je pense que oui, des auteurs comme Étienne Alexandre Beauregard, pour dire correctement son nom, nous répondrait, Francis, que la bataille culturelle euh, se joue sur le plan de l'opposition entre évidemment l'identité québécoise et le monstre canadien qui évidemment est une puissance coloniale. Là. Donc, Mais disons que ça va dire prenons si on se fie à l'histoire récente, là, disons les 60 dernières années, c'est clair, et peut-être plus, là, c'est clair que la question nationale est au centre d'une certaine guerre culturelle, là, même si on pourrait en jaser au sens où les 2 États, qu'ils soient fédéral ou provincial, sont tous 2 d'accord sur, l'hégémonie de l'idéologie de l'État-providence, par exemple. ouais, ouais, Et ouais. donc, bon, donc à ce moment-là, il y a vraiment une communauté de pensée, là, à ce niveau-là. Donc est-ce que une société comme celle du Québec peut se satisfaire d'un seul débat, d'un seul lieu de, disons, de fracture Ouais, ou fracture, c'est bon. de bon. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que c'est le seul lieu ou est-ce qu'on devrait plutôt en avoir 4 ou 5, là, au moins 5, 6 niveaux de conflictualité pour permettre dans différents domaines de se déployer, justement, C'est drôle, de ouais, ouais. créer ce dynamisme-là? Parce que là, Mais si justement, on réduit la garde culturelle à un seul enjeu, la question nationale, même si c'est un enjeu important, on réduit et justement, c'est une sursimplification qui mène à une stagnation culturelle. c'est ça. Ben justement, regarde, tu vois, dans notre prochain livre, Claude Simard et moi, dont je pense que j'ai déjà annoncé la parution, ça va paraître chez Libère. Bon, je pense que je n'avais pas dit le titre. Ça va s'appeler 12 propositions pour un Québec vivant. Chers auditeurs, là, wow! Vous avez l'exclusivité pour ceux qui viennent d'entendre. C'est la première fois que je nomme le titre. Je ne sais pas si j'aurais peut-être dû me concerter avec Claude, mais d'après moi, il est d'accord pour lancer ça. Ça va venir très vite. Je le dis parce que ça vient très vite. Donc, et dans ce livre, Francis, justement, on constate que la question nationale est le seul enjeu sur lequel on peut vraiment débattre au Québec. Et on juge, on en conclut que c'est insuffisant. Donc, on répond à ta question, là. Et d'ailleurs, tu connais pas le contenu encore du livre, mais justement, c'est ça. On amène le point qu'il faudrait pouvoir débattre de plusieurs autres enjeux. On ne peut pas nous contenter seulement de la question nationale qui, oui, est centrale, forcément.
Je l'ai dit dans notre conférence avec le prof Caron, je pense qu'il y a un enjeu de survie pour la nation québécoise, sans tomber dans une logique de d'état d'urgence, là, où il s'agirait là, dans l'urgence, parce que moi, je me méfie de plus en plus de tout ce qui est urgence, quelle qu'elle soit, là, migratoire, tout ça, toutes les urgences. Non, prenez le temps quand même de réfléchir, faites pas trop, parce que les urgences, et comme disait Arruda, la peur peut faire des choses qui n'ont pas de bon sens. C'est vrai dans tous les domaines. Donc, gardons notre sang-froid. Mais non, le Québec, on y revient encore. Écoute, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais souffre vraiment d'un consensus étouffant. Et il va falloir pouvoir débattre de d'autres choses et créer effectivement d'autres lignes de fracture qui vont être saines parce que des fois, pour se dégourdir, ça veut dire il n'y a pas d'omelette. Comment. C'est pas Mao qui Pas de dit messe ça, sans mais je ne veux pas citer casser des Mao, œufs. là, mais Non, non, mais on peut citer Hegel justement dans la dialectique là, de thèse, antithèse, synthèse. Justement, là, on va peut-être arriver au moins dans cette dynamique-là à discuter puis arriver à des solutions et d'où des nouvelles idées et de la création peut se déployer. Là. Et d'où l'importance de nouveaux médias pour briser un peu là, cette hégémonie du discours unique et du récit unique là, comme il faut Libre Média. brasser. Ouais, Donc, ouais. Faut brasser. mm, Il y a une nécessité de brasser des idées au Québec. Ça prend du sang neuf. On sent quand même qu'il y a beaucoup d'has-been. Il y a une has-beenisation à vitesse grand V de tout un secteur dans les médias, etc. Personnalité incluse, là, sans nommer, c'est un peu inquiétant. Et ensuite, on se demande pourquoi les jeunes se détournent de ce qu'on appelle la culture québécoise, mais plus globalement là, du contenu québécois, c'est ça, au télévisuel, etc. Ben, c'est mhm. pas juste parce que l'anglicisation, c'est aussi parce qu'on sent que ce n'est plus en phase totalement avec ben, justement ce qui se fait ailleurs, mais ça veut pas dire qu'il faut copier, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un. Je Il y a sais une pas. fatigue, là. C'est des vieilles. On a, l'exemple, je pense, par excellence, c'est qu'on a ressorti Passe-Partout. Là. Donc, on prend des vieilles affaires, puis Ouais. on change les animateurs pour les mettre à la mode de la morale actuelle. Mhm. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la création derrière ça? Non, je pense que c'est le symptôme de la fatigue culturelle du Québec qui est endogène. Là. Et ça ne vient pas de l'extérieur. Mhm. Ça émane de cette culture elle-même et peut-être du manque de liberté là, qu'on laisse et le manque d'espace pour essayer des nouvelles choses et choquer. Il y a beaucoup de tabous, j'imagine, aussi dans la culture québécoise actuellement là, Oui, il y a beaucoup de qui- non-dits. Beaucoup de non-dits. Écoute, ça va pas très bien. Là, pour faire d'autres liens, on a appris que l'aide médicale à mourir, on en était déjà les grands champions. Euh, Ça se bouscule, en fait, pour l'aide médicale anticipée, l'aide médicale à mourir anticipée. Puis bon, il y a des gens, je sais, qui ont eu des êtres, très, très malades. Puis, il ne s'agit pas évidemment, on n'est pas dans le jugement, là, c'est mais il y a ça, quand de même une condamner tendance qui toutes est les personnes navrante. qui ont eu recours à ça, mais je ne vais pas m'écarter du sujet, mais il y a des études aussi qui montrent que lorsque les traitements reçus par les patients sont adéquats, le nombre de demandes diminue. Donc, ça serait peut-être bien aussi un jour d'avoir un système de santé qui fonctionne, mais c'est peut-être une utopie. Mais bref, en tout cas, pour revenir sur l'ouvrage qui nous a fait développer là, pendant toutes ces minutes, la force du récit, effectivement, le récit comme tel, ça peut être une arme, ça peut être, mais bon, ça a une connotation négative, une arme, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on peut se reconnaître, qui peut être porteur. Il s'agit d'en avoir plus qu'un, finalement, plus qu'un grand récit, parce que celui-là peut devenir étouffant. Un des récits qu'on raconte, je pense, à droite, c'est quand même celui du déclin. Hein. C'est un récit, en fait, d'une certaine façon. Est-ce que c'est un récit positif? Je ne suis pas sûr. Mais on essayait d'identifier au départ quels seraient les récits porté par une certaine droite. Je pense que celui du déclin, quand même, est l'un des. Et plus que je fais pas juste référence à mes hashtags, là. Mais il y a une espèce d'école décliniste, mais qui se Mhm. base évidemment sur des constats très forts aussi. Là. Euh, Exactement. On se base, c'est plutôt sans avoir. Il y a la question entre la déduction et l'induction. Là. La déduction, c'est de partir d'un récit et essayer de faire en sorte de lire les événements à travers ce récit-là. Mais des fois, il y a l'induction, c'est-à-dire qu'on prend des événements et des événements et de la succession et du pattern qu'on note, on en découle un récit. Et je pense que
la question du déclin, elle n'est pas souhaitée par personne, mais c'est justement un récit qui a émané de l'induction au sens où c'est la somme Ouais, des d'observation. choses des observations c'est plutôt c'est plutôt un constat de la réalité, là, plus qu'un récit qu'on impose au réel. Donc, je pense que oui, il faut. Le déclin, c'en est un qui est important, mais c'est pour pas ce n'est pas pour le souhaiter, c'est pour le combattre et se réveiller et dire non, hein, on peut pas se permettre à long terme d'être dans une optique de déclin comme celui-là. Là. Donc, la ville de Montréal ne peut pas se permettre de bloquer les rues, de bloquer les ponts. Ça, c'en est un autre aussi. Là, bon, par exemple, pour lire les événements, lisons les événements de la semaine à la lumière de ce récit du déclin. Comment est-ce que tu verrais le blocage du pont Jacques-Cartier qui a fait beaucoup de malheureux Ben et moi, c'est le départ de au-delà. Valérie Plante? Je pense qu'il y a quelque chose à lire. Est-ce que tu penses que le déclin, c'est quelque chose, un récit qui peut nous permettre de lire ces deux événements, peut-être les mettre ensemble aussi? Ben moi, je pense, je l'ai dit, je l'ai tweeté, en fait, je suis convaincu que on va se souvenir, enfin, qu'il faut se souvenir de Valérie Plante comme de l'incarnation des expériences d'éco-ingénierie et de socio-ingénierie qui ont, euh, qui ont accéléré le déclin de la ville de Montréal. Et bon, je renvoie les gens à ton reportage sur le Grand Prix, qui est très symptomatique de cette réalité-là. Je pense que beaucoup de gens, et même à gauche, reconnaissent que Montréal n'est pas dans sa meilleure phase là, dans l'histoire. Pour le pont Jacques-Cartier, un déclin Ben, c'est-à-dire que de eux, c'est plutôt l'autorité, ça c'est sûr performatif, qu'on là. Ben, c'est-à-dire que oui, les déclins des autorités, exactement. Puis, mais aussi leur propre expérience, c'est-à-dire qu'on a affaire à des groupes environnementalistes qui sont dans l'apocalyptisme, c'est-à-dire qu'ils lisent pour eux, c'est urgent. Là. Si ouais, ouais, ouais. on n'arrête pas tous de conduire nos voitures demain matin, on va participer et on va tous mourir. Et Là. puis Je leur pense discours est tu sais, dangereux. pour aller jusque-là, il faut avoir peur quand même. Là. Oui, oui, ben eux, écoute, l'apocalypse écologique, j'en parle depuis 2015, hein, mon livre Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme. J'ai plein de chapitres sur ça. D'ailleurs, ça, c'est un récit, l'apocalypse aussi. Bon, ils sont allés chercher ça dans la Bible, hein, on sait. Enfin. Oui, il y a Euh, peut-être dans la Bible aussi, c'est-à-dire que la Bible a été écrite par des hommes. Pour certains, elle est considérée comme une révélation divine, mais elle a été quand même écrite par des hommes. Donc, il y a nécessairement des processus, disons, psychologiques qui se retrouvent dans ces récits-là. Et s'ils ont été répétés pendant 2000 ans, c'est qu'ils correspondaient à quelque chose. ouais, Donc, ouais. qu'est-ce qui, dans l'Apocalypse ou dans la révélation des fins dernières, disons ça comme ça, là, euh, résonne avec l'être humain. Là. Il y a quelque chose de fondamental là, qui se joue derrière aussi. Non? Oui, le sentiment, ben, c'est toujours le sentiment de l'urgence d'agir, qui est vraiment un trait là, qui a traversé effectivement les époques pour différentes causes. Mais j'écoutais justement ces militants-là et ça va très loin. Encore là, c'est toujours la rhétorique du danger versus la sécurité. Donc, on accuse carrément les gouvernements de mettre en danger les gens. Là. Donc, à partir du moment où vous dites que le gouvernement met en danger des gens, là, vous pouvez légitimer toutes sortes d'actions. C'est très dangereux Tout comme est discours. C'est permis. comme dire effectivement que parce que vous critiquez le sanitarisme, les mesures sanitaires, vous êtes une sorte de bioterroriste. Donc, accuser quand même le gouvernement du Canada de condamner à la mort des dizaines de citoyens, c'est très, très gros. Là. Et ça peut. Il va y avoir de l'éco-terrorisme, il y en a déjà eu là, ailleurs, je pense en Scandinavie, tout ça, là, mais c'est un discours qui est d'un gravissime là, au sens où pas tenir ce discours-là, c'est pas responsable, là, pas du tout. Mais bref, mais moi, ce qui m'a plus frappé quand j'ai vu ça, c'est vraiment, je me suis dit, de manière tout à fait pragmatique, là, comment deux personnes peuvent monter un pont, les enjeux de sécurité, si c'était des islamistes, s'il y avait un groupe X qui voulait évidemment faire un attentat sur une infrastructure, ça n'a aucun bon sens. Là. Je veux dire, sur le plan de la sécurité, là, mais moi, je prône pas une sécurité, un sécuritarisme absolu. Là, puis, Non, mais il y a des vrais dangers. On peut penser aussi à celui qui a été appelé le Luna Bomber, là, qui mettait justement bon, mais là, des bombes dans des paquets qui étaient livrés à des politiciens ou à des personnes un peu partout aux États-Unis. Là, il y a même une série Netflix là, que vous pouvez aller voir, Luna Bomber. Donc, l'écoterrorisme existe et c'est un danger. Et peut-être les écologistes, en guillemets, sont des personnalités qui peuvent être, comment dirais-je, susceptibles ou disons sensibles
à un extrémisme aussi. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on dit là, dans les médias. Cette semaine, par exemple, j'écoutais le matin, parce que moi, j'ai été pris dans le trafic. Là, ça m'a quand même fait perdre 1 heure et demie. Là, j'ai dû passer par le pont Champlain pour me rendre à Longueuil. Et j'entendais à Radio-Canada, notamment Patrick Masbourian, qui, au moment même, il n'a pas donné la parole aux activistes qui étaient sur le pont lui-même, mais il a quand même, pendant qu'on était tous bloqués à cause de ça, il est allé chercher une autre environnementaliste qui présentait, sans accepter et sans se faire la défenseresse des moyens qu'avaient utilisés les gens qui ont bloqué le pont, elle se faisait la promotion du même discours. Donc, il y avait, et lorsque j'entendais la Sûreté du Québec parler de négociation, ils sont en négociation, nous négocions. Quelle négociation doit-on faire avec des gens qui commettent des crimes et des délits graves? Il n'y a pas de négociation. Tout ce qu'il y a, c'est une façon de faire en sorte que tout le monde rentre chez lui de manière sécuritaire et que les coupables des infractions soient punis selon ce qui est prévu par les codes juridiques du lieu, c'est-à-dire à Montréal, et celui du Code criminel québécois et fédéral. Donc, il y a quelque chose en ce moment, justement, dans cette façon. Comment est-ce que tu expliques justement qu'il y a un certain deux poids, deux mesures là, lorsqu'on a affaire à ce genre d'activistes? C'est comme si la pureté de leur cause leur permettait d'utiliser tous les moyens à leur disposition. D'où vient cette légitimation de certains actes qui sont répréhensibles en eux-mêmes, là? Est-ce que la fin justifie le moyen, finalement? Oui, bien là, c'est à partir du moment où vous dites que les gouvernements mettent en péril la vie des gens, vous pouvez légitimer à peu près toutes les actions que vous voulez. Là. C'est vraiment un glissement qui est responsable et c'est maladroit aussi. Je ne sais pas à quel point ils sont conscients de ce qu'ils racontent, là. Mais c'est ça. Vous ne pouvez pas dire, à partir du moment où vous dites une entité tue du monde, c'est assez dangereux, en fait. Il faut que ça soit vrai, là. Puis c'est tellement indirect, en fait. C'est comme la marche contre. C'est toujours une marche contre l'urgence climatique, je ne sais pas trop, mais on est dans le paganisme, là, quand même bien que vous pouvez faire 50 000 marches. Il y a une planète, les planètes tournent, etc. Les lois de la physique ne seront pas affectées parce que vous êtes en train de marcher, là. Donc, vos intentions n'ont pas d'effet concret sur le réel. C'est causal, là, Donc, oui, le gouvernement, on peut faire plus d'efforts, effectivement, pour réduire les fameuses émissions, là, mais on ne décide pas de tout. Évidemment, il y a la Chine, il y a l'Inde. Ça prend des mouvements coordonnés beaucoup plus forts que ça. Donc, le gouvernement canadien n'est pas responsable, évidemment, de toutes les rivières au pays qui pourraient déborder. Là, franchement, c'est un discours qui va beaucoup trop loin. Puis c'est ça. Puis qu'on puisse prendre d'assaut une infrastructure névralgique comme ça, c'est. Donc, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire ça nous montre vulnérables aussi à la face du monde. Un État hostile pourrait regarder ça puis dire regardez toutes les brèches quand même qu'il y a de sécurité qui au Canada, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Donc, ça prête le flanc aussi en termes de. Pour ceux qui pourraient se considérer comme des ennemis du Canada, donc je ne veux pas que ça leur donne pas des idées, mais ça renvoie pas une image d'un Canada qui paraît très organisé. Médias et plateformes, comment ils modèlent notre vision du monde? Un article de Jérôme Blanchet-Gravel à lire sur le site web de Libre Média au libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté.
Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Un autre article publié sur le site web de Libre Média, sommet des BRICS à Kazan, un pied de nez aux sanctions occidentales. Alors, du 22 au 24 octobre, la ville russe de Kazan a accueilli la 16e édition du sommet des BRICS Plus, un rendez-vous présenté par Moscou comme le sommet diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Rien de moins. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, voire on n'a pas beaucoup parlé dans les grands médias. Le grand absent, justement, de cette semaine dans les nouvelles au Québec. Oui, complètement, ou presque. Bon, je pense qu'il y a quand même quelques articles de Radio Cannes, mais ce ne sont pas ceux qui sont mis de l'avant et qui sont présentés en une. Donc, rien de moins, c'est ça qu'un sommet qui réunissait non seulement, bon, évidemment, Vladimir Poutine, mais des gens comme le premier ministre indien, le président iranien et le président chinois et même le président turc aussi, Erdogan. Donc, il y avait effectivement Xi Jinping, Massoud Pezeshkian, Narendra Modi et Erdogan. Lula du Brésil, finalement, n'a pas pu venir, n'a pas pu y aller parce qu'il a eu un drôle d'accident, d'ailleurs, juste avant la rencontre, qui l'a empêché de se rendre. Donc, écoutez, c'est carrément un C'est plus de sommet. la moitié de la population mondiale qui était réunie là, par l'entremise de leurs représentants. Ouais, au moins le tiers, en fait, plus que la moitié. Bon, juste la Chine et l'Inde, c'est peut-être 2,2 milliards. Donc, c'est vraiment le contrepoids du G7, là, voire plus que ça. Donc, que ce soit passé sous le radar, en fait, des grands médias, ça témoigne vraiment d'une sorte d'aveuglement ou, comment dire, d'une sorte d'inconscience, en fait, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, pour ceux et celles qui croient que la Russie a été cancellée par le système international en raison de son invasion de l'Ukraine, ben, vous réalisez à quel point ce n'est pas vrai. Donc, dans la réalité, les gens se réunissent en Russie, ils sont contents de le faire, ils sont puissants, ils aspirent à offrir une alternative à l'hégémonie occidentale. Bon, les BRICS, il y a quand même, moi, j'ai certaines réserves dans le sens où le modèle de société qui nous est offert, je ne pense pas que ce soit un modèle qui va faire place à plus de liberté que le modèle qui a été offert par l'Occident. Ça m'étonnerait beaucoup que la Sauf Chine. historiquement par l'Occident, parce que quand même, si on regarde la gauche autoritaire telle qu'elle se présente aujourd'hui dans nos sociétés, il y a quelque chose, on leur ressemble de plus en plus. Est-on véritablement en Occident toujours aussi fiers d'être les pays libres? Plus libre que chez les BRICS. C'est-à-dire que le modèle des BRICS est de plus en plus populaire en Occident à travers le prisme de la gauche autoritaire. Ah oui, les BRICS, ça, oui, oui. Effectivement, la gauche occidentale a une vision assez bonne des BRICS, mais peut-être pas les démocrates quand même, qui sont très hostiles, qui sont même très belliqueux. C'est pas des accointances, disons, politiques directes. C'est clair qu'il n'y a aucun lien entre, par exemple, Justin Trudeau et le président russe, mais il y a une accointance idéologique, peut-être même inconsciente. Là. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte à Oui, quel c'est point ce ils que se ressemblent. j'appelle des fois la cynisation de l'Occident, là, un processus un peu de mimétisme dans tout ça. Donc, on a peut-être l'impression que la Chine a un modèle qui est performant, qui est efficace, et peut-être qu'on aura envie de limiter. C'est ce qui a été un peu, ce qui s'est produit un peu durant la COVID. Donc, tout ça pour dire, Francis, que ben, pendant qu'on parle de toutes sortes de choses chez nous, pendant que des gens montent sur des ponts, tout ça, il y a des leaders, en fait, les leaders, ce qu'on appelle le Sud global, qui se réunissent en Russie alors que, justement, en faisant un pied de nez incroyable à toutes les sanctions prises par l'Occident contre la Russie. Donc, il faut prendre au sérieux forcément cette volonté des BRICS d'offrir une alternative à l'hégémonie occidentale. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y a des gens qui sont d'ailleurs déjà persuadés que
l'Occident ne domine plus, en fait, l'échiquier mondial. C'est peut-être vrai. C'est difficile à mesurer. Et encore une fois, moi, le bémol que je mets, c'est évidemment le fait que les BRICS ne soient pas un bloc civilisationnel. Donc, ils ont beaucoup de divergences culturelles, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, quels sont les liens entre le Brésil et la Chine? Bon, évidemment, ce qui les unit, c'est cette volonté de s'affranchir du système, effectivement, économique, politique, occidental, représenté par le dollar, etc. Donc, mais peut-être que c'est suffisant. Bon, certains croient que les liens économiques sont plus importants, finalement, que les liens culturels. Moi, je pense que des dissensions pourraient quand même apparaître rapidement entre ces pays-là qui ne se sont pas toujours entendus. D'ailleurs, la Chine ne s'est pas toujours entendue avec la Russie. L'Inde ne s'est pas toujours entendue avec la Chine. Il y a plein de différends, évidemment, qui peuvent les opposer, ces pays-là. Est-ce que leur haine, en fait, je pense qu'on pourrait presque le dire, là, est-ce que leur haine de l'Occident, ou du moins du système qu'ils représentent, va être suffisant pour les maintenir unifiés d'une certaine façon? Peut-être. Mais c'est à prendre au sérieux, absolument. Et je le répète, il y a un aveuglement là, en Occident. On fait l'autruche. On fait l'autruche face aux transformations du système international et on s'imagine qu'on fait encore les règles du jeu. Mais c'est de moins en moins le cas. Donc, quand je parlais d'ingérence étrangère, quand je disais que, bon, faut faire attention de ne pas nécessairement, quand on commence à vouloir bannir, canceller un pays, quel qu'il le soit, quand vous commencez à faire ça, c'est-à-dire une fois que vous avez cancellé là, la Russie, par exemple, est-ce que vous allez canceller tous les membres des BRICS jusqu'aux nouveaux membres, jusqu'au BRICS plus? C'est parce que c'est ça. Vous avez un peu le doigt dans l'engrenage à ce moment-là. Et on a de l'air fou. C'est parce que ça a l'air fou. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce qui est en train de se faire dans le monde. Vous ne pouvez pas faire Non, puis copie. c'est une mauvaise façon de représenter les intérêts, par exemple, du Canada là, à le moyen et long terme, puisque, bon, c'est une entrevue que tu as réalisée, notamment avec le professeur d'université en sciences politiques, Rome Chantal, qui est à l'université de Moncton, avec qui tu as parlé justement de la Chine qui multiplie les démonstrations de force. Là, qui parle même, Xi Jinping appelle même l'armée à se préparer à la guerre. Là, donc, c'est une entrevue qu'on peut voir sur la chaîne de Libre Média là, dans l'émission Couverture spéciale. Oui, c'est ça. Xi Jinping, oui, c'est bon. Toujours la question de Taïwan, forcément. Là, quand on parle de la guerre en Chine, ça renvoie toujours à Taïwan. Mais oui, c'est une erreur stratégique manifeste que de refuser de voir ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, et si vous empêchez, par exemple, des Jean-François Caron à Ottawa de livrer un témoignage qui est critique de cet aveuglement du Canada, ben jamais vous allez pouvoir prendre acte et ensuite élaborer une stratégie et des politiques pour freiner enfin le déclin. C'est-à-dire pour freiner votre déclin, pour maintenir votre position dans le système international, encore faut-il que vous en soyez conscient de ce qui est en train de se passer. Et, on n'est pas du tout là. Comme disait Rome Chantal, professeur à l'Université de Moncton, justement dans cette entrevue-là sur YouTube, il dit l'Occident est ivre de son pouvoir. C'est-à-dire on a tellement dominé qu'on est finalement incapable de voir que notre hégémonie ne sera pas éternelle. Et si on n'est pas attentif et sensible à ces transformations, on verra pas. On va se laisser. Ça risque, ouais, exactement. On risque de ne pas être, disons, satisfait de la suite des choses, puisque puis si on perd le contrôle, entre guillemets, l'Occident perd le contrôle du monde, ben, ça va être d'autres intérêts qui vont prendre le dessus du pavé et nous, finalement, ben, on va être mis de côté. Là. C'est ça, parce qu'on va nous accuser, par exemple, de ne pas prendre le parti de l'Occident, mais c'est au contraire, c'est-à-dire, je pense que c'est être occidentaliste que de proposer des solutions face à la transformation du système international. Je veux dire, si vous voulez que l'Occident reste fort, si vous tenez à l'Occident, vous devez être capable de reconnaître que c'est ça, que les dirigeants des grandes puissances se réunissent et que votre vision du monde ne domine plus actuellement. Sans quoi... Surtout dans un monde connecté, là. Avec des intérêts notamment économiques. On peut penser aux différents échanges qui se font entre l'Asie et l'Amérique, pour prendre notre exemple à nous.
il y a des milliards et des milliards et des milliards de dollars d'échanges continus à tous les jours. Et ça peut-être l'air énorme, mais une virgule de plus ou de moins à gauche ou à droite peut avoir des conséquences énormes sur notre qualité de vie, là, justement, dans nos vies de tous les jours. Donc, c'est sûr que ça paraît loin, mais comment faire en sorte que, par exemple, les citoyens canadiens se renseignent davantage lorsqu'ils votent pour un parti ou un autre pour qu'ils soient conscients de l'impact que peut faire un politicien par rapport à un autre et une mauvaise lecture des événements? Mhm. Comment faire? Écoute, ça passe par En l'information. s'informant dans des bons médias comme Libre Média, bien sûr. Ça passe par l'information. Mais en tout cas, bref, écoutez, c'est ça. Le 2 tiers des pays du monde ont été représentés cette semaine à Kazan, en Russie. Donc, tirez-en les conclusions que vous voulez, mais disons, c'est un fait, c'est un développement dont il fallait parler à Libre Média. Puis un autre pont pour faire un pont là, avec un autre article intitulé Le clientélisme affaiblit la politique étrangère du Canada. Et donc, avec la population croissante qui vient d'Inde et de première génération, là, c'est-à-dire des gens qui ont toujours un lien culturel et peut-être même politique là, avec un droit de vote ou quoi que ce soit avec leur pays d'origine, ça peut affaiblir le Canada lorsqu'il y a justement des coupures diplomatiques. Là. Donc, quelque chose qui s'est passé cette semaine. Oui, c'est un excellent article d'ailleurs de notre journaliste Simon Leduc qui a interrogé 2 experts de la politique de l'Inde, en fait, de la diplomatie. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, et Serge Granger, un expert de la Chine et de l'Inde. Donc, le Canada qui, effectivement, est très perméable au lobbying religieux, au lobbying communautariste, comme on dirait en France. Et dans le cas de l'Inde, on l'a dit, on l'a déjà dit, mais c'est plus vrai que jamais. Le Canada a sacrifié ses bonnes relations avec l'Inde pour faire plaisir finalement à la communauté sikh. Donc, on le sait. Puis ça, c'est un peu le paradoxe du Canada anglais, là. C'est-à-dire qu'on on a des accointances avec le séparatisme sikh, mais pas avec le séparatisme québécois. C'est un peu drôle, là, mais... et ça a toujours été reproché au Canada par l'Inde. Et on a vu les accusations là, les fameux diplomates indiens qui auraient participé à des attentats là, en sol canadien. On ne sait pas à quel point c'est vrai, mais on soupçonne que, encore une fois, c'est une stratégie de communication qui vise à aller chercher le vote finalement des Sikhs. Donc, et ce que nous disent les 2 experts, c'est intéressant parce qu'on pose des questions, l'article c'est questions-réponses. Et les 2 experts sont étonnamment unanimes, enfin, avec quelques nuances. Là. Ils nous répondent les 2, par exemple, que selon eux, les conservateurs de Poilievre vont continuer la même politique clientéliste avec les Sikhs. C'est vrai et Maxime Bernier s'amuse beaucoup avec ça. Là. Il publie des photos de Poilievre avec un turban sikh. Ça l'amuse beaucoup. Donc, on est un peu prisonnier, en fait, de ce clientélisme-là dans certains comtés. Donc, pour être stratégique, forcément, on ne peut pas faire abstraction des gens qu'il y a au Canada. Mais on pourrait multiplier les exemples. Hein. Donc, on peut penser à la communauté ukrainienne, ça, notamment, et tout ça. Donc, vraiment, ça devient compliqué. La politique nationale on n'a pas de politique devient nationale. internationale elle-même. C'est ça, c'est qu'on n'a plus de politique nationale étrangère. La politique étrangère du Canada n'est plus la politique étrangère du Canada, c'est la politique étrangère des communautés culturelles du Canada. En gros, et c'est complètement irresponsable. Imaginez, justement, là, il y a eu ce fameux sommet. L'Inde est probablement le joueur le plus parlable, entre guillemets, dans toute cette gang-là. Turquie, Inde, Chine. Oui, le Brésil est très parlable aussi, mais l'Inde est censée être la seule démocratie en Orient parmi ces empires orientaux, là, comme la Chine, pas tout à fait considérée comme une démocratie, la Russie non plus, l'Iran encore moins. La Turquie, c'est un peu comme la Russie. L'Inde est un pays du Commonwealth. On est censé avoir des liens naturels avec l'Inde, en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'Empire britannique, l'Inde, là. Donc, d'ailleurs, M. Granger et Guy Saint-Jacques, je vous dis, les réponses sont étonnamment unanimes.
enfin, disent que ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne, justement, les Royaumes-Unis, qui pourraient nous aider à dénouer, à réchauffer nos relations avec l'Inde. Et les deux s'entendent pour dire que c'est carrément irresponsable. À part des libéraux, là, un autre développement qui participe du déclin du Canada, là, ici, sur la scène internationale. Donc, sans tomber dans le récit du déclin, je veux dire, c'est catastrophique, là. Ça aliéne l'Inde, considérée comme la seule, je répète, la seule démocratie en Orient, véritablement. C'est très, très mauvais. Donc, oui, on peut reprocher à Narendra Modi de son nationalisme hindou qui ne serait pas respectueux de toutes les minorités culturelles et religieuses en Inde, mais en même temps, l'Inde, c'est une mosaïque impossible, c'est très compliqué. Mais s'aliéner l'Inde en même temps que la Chine, en même temps que la Russie, en même temps que l'Iran, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que la Chine, oui, elle est présente au Canada. Les libéraux, bon, Trudeau, depuis père, les Canadiens font les yeux doux au régime chinois, mais la vérité, c'est que l'emprisonnement des deux Michael, on a fait arrêter la fameuse présidente de Huawei au Canada, en Colombie-Britannique. Donc, la Chine ne nous aime pas. Je pense que le Canada aime plus l'Inde. Le Canada aime plus la Chine que la Chine aime le Canada. Donc, en fait, les libéraux ont des relations très, 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 très mauvaises avec pas mal toutes les grandes puissances non occidentales. Donc, félicitations. Et pourtant, ça aurait pu être évité. C'est-à-dire que c'est un manque de compétences, là, L'Inde, c'est la véritablement, goutte. dans le calcul politique là, qui fait ça, parce qu'il n'y avait pas d'a priori négatif avec le Canada avant l'arrivée de Justin Trudeau, disons. Absolument pas. Absolument pas. Donc, l'Inde, c'est la goutte. Donc, bon, puis encore là, oui, défendre ses principes, c'est bien. Il faut le faire, là, même que c'est même essentiel, mais pas au détriment de la réalité là, et du jeu géostratégique. C'est-à-dire, la diplomatie, c'est quand même l'art de parler à des gens avec qui on n'est pas d'accord, là. C'est ça la diplomatie. Et donc, si c'est non, moi, de toute façon, là, on n'est même pas dans une question de principe, on est dans le clientélisme, encore une fois. C'est pas comme si le Canada défendait les droits de la communauté musulmane en Inde, là. Le Canada est tout simplement sous l'emprise, à cet égard-là, du lobby sikh. Et le lobby sikh n'est pas un exemple non plus de modération, là. Rappelons justement l'attentat de 1985 où le vol 182 d'Air India entre Montréal et Bombay a explosé au-dessus de l'Atlantique. Donc ça a été c'est un attentat perpétré par des terroristes sikhs et l'Inde n'a jamais oublié ça. Le Canada, d'ailleurs, n'aurait pas été très bon justement pour prévenir l'attentat. Donc, il y aurait eu des failles de sécurité. Et donc, le Canada ne fait rien pour recoller les morceaux. Et de toute façon, avec Mélanie Joly, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À partir du moment où vous avez Mélanie Joly comme ministre des Affaires étrangères, vous comprenez que c'est vraiment le temps de passer à un autre gouvernement. Le clientélisme affaiblit la politique étrangère du Canada. Un article de Simon Leduc à lire sur Libre Média au libre-media.com. Et Jérôme, la conférence du 12 et 15 décembre prochain, il y a toujours des billets disponibles. Oui. Allez consulter notre site internet libre-media.com où les bannières des conférences sont affichées en publicité. Et vous pouvez aussi aller sur X. L'article est épinglé, donc toutes les informations sont là pour vous procurer des billets pour nos deux grandes conférences à Québec et à Montréal sur l'avenir des médias et la liberté d'expression, un panel exceptionnel, on a très hâte. Alors, en terminant, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, un fait divers qui a pris une dimension disproportionnée dans l'actualité au Québec cette semaine? Oui. Un très bon grand enjeu. C'est paru dans le 24 heures et aussi, on en a fait une version reportage à LCN. Donc, c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est le récit, là, mais donc, c'est l'histoire d'une pâtissière qui est devenue toiletteuse pour chats agressifs. Donc, l'histoire d'un changement de carrière. Reconversion. Au 24 heures, l'article est intitulé « Elle a quitté la pâtisserie pour tondre des chats agressifs dans son camion ». Un article signé Axel Tardieu. Encore une fois, du grand journalisme. Oui, très, très grand journalisme. D'investigation. Ça fait beaucoup, c'est presque surréaliste. En fait, les gens pensaient que j'avais fait un montage. Bon, je l'ai partagé sur Facebook. Les gens m'ont dit ça. En même temps, ça ne s'invente pas. Même ChatGPT ne pourrait pas inventer ça. Une pâtissière devient toiletteuse pour chat agressif. Imaginez une espèce de mélange
Donc, pour ceux qui s'intéressent à la fois aux pâtisseries et aux chats agressifs et au toilettage, en tout cas, allez lire ça. C'est original, c'est moins qu'on peut se dire. En effet. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bon week-end à tout le monde, à tous nos auditeurs et pour ceux qui veulent acheter des billets pour nos 2 conférences, le tout est encore... toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet et sur notre compte X. Et faites vite puisque les places sont limitées. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.